Bonjour à tous. Moi, je vais aborder la question des enjeux donc, pédagogiques du débat éthique et je vous propose pour ça le plan suivant. Je dirais d'abord deux mots des deux types de formations au support de mon propos, c'est-à-dire dans lesquels j'ai finalement expérimenté cette pratique. Je traiterai ensuite rapidement de l'intérêt théorique de la pratique du débat éthique comme modalité de formation à l'éthique. Je présenterai dans un troisième temps des outils méthodologiques finalement développés pour animer de tels débats. Et puis je terminerai en discutant la pertinence, enfin peut-être en ouvrant plutôt une discussion sur la pertinence de cette pratique. Alors je commence avec la présentation des formations. La première est la formation des élèves du secondaire à la bioéthique. Alors, cette formation n'est pas actuellement intégrée dans les programmes officiels de l'éducation nationale, mais elle peut aisément s'inscrire dans le cadre d'enseignements obligatoires, et notamment dans celui de l'enseignement moral et civique. Alors cet enseignement, qui a été mis en place en 2015, vise, je cite, à favoriser le développement d'une aptitude à vivre ensemble dans une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. C'est dans ce cadre que l'espace éthique, comme disait Sébastien, a engagé un partenariat avec l'éducation nationale afin de promouvoir l'éducation des jeunes gens à l'éthique. Cela devrait, selon nous, leur permettre de gagner en autonomie et en responsabilité, finalement en aptitude à prendre en charge l'orientation de leur propre existence et aussi à exercer leur citoyenneté démocratique en opérant des choix responsables et solidaires. La seconde formation à laquelle je me réfère est la formation des doctorants à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique. Cette formation-là est maintenant institutionnalisée, elle a été en mai 2016 et elle constitue actuellement l'une des missions des écoles doctorales. Elle vise, elle, à développer au sein des universités une culture partagée de la démarche et de l'engagement éthique. À Paris-Saclay, elle est prise en charge par Politis, qui est donc le pôle pour l'éthique de la recherche et l'intégrité scientifique. Et en matière de formation, Politis fait d'autres choses, mais en matière de formation, l'ambition de Politis est double. Elle est d'une part, elle est large. Elle est d'une part de favoriser l'appropriation des enjeux éthiques de la recherche scientifique. Alors en incluant les trois approches habituellement développées par Léo, normative, réflexive, politique. Et l'ambition est d'autre part de favoriser le développement d'une éthique de terrain, c'est-à-dire finalement de promouvoir une démarche de réflexion éthique continue qui se développe sur le terrain et non pas dans le seul cadre de la formation. Cette formation devrait donc permettre aux doctorants d'acquérir les moyens d'exercer leurs responsabilités envers la société. Ça rejoint la question de l'approche politique que tu avais, quoi. Donc exercer leurs responsabilités en contribuant à l'émergence d'une science impliquée, comme on dit. Alors au-delà de leur spécificité, ces deux types de formation présentent deux caractéristiques communes qui compliquent un peu la tâche. En termes de formation, la première est qu'elle se déroule dans un cadre contraint. Et évidemment, dans le secondaire, l'enseignement est obligatoire, et dans le supérieur, l'obtention du doctorat est actuellement conditionnée notamment par la validation d'une formation à l'éthique. La seconde caractéristique est qu'elle s'adresse à un public qui ne se sent pas forcément concerné par le sujet. Dans le secondaire, les chercheurs en sciences de l'éducation pointent la difficulté des élèves à saisir le sens, c'est-à-dire à la fois la signification et la valeur aussi, des questions philosophiques. Et dans le supérieur, les enquêtes menées auprès de doctorants finalement font apparaître que nombre d'entre eux, et notamment les étudiants en sciences dures, considèrent a priori la recherche trop fondamentale pour soulever des enjeux éthiques. Ces enquêtes révèlent par ailleurs qu'un nombre non négligeable de doctorants perçoit d'emblée cette obligation de formation à l'éthique comme une entreprise un peu de normalisation, voire de moralisation de leur pratique. Et ça, c'est malheureusement rapproché de la réalité selon laquelle cette approche normative de l'éthique de la recherche est celle qui domine actuellement. Je pense à la récente création de l'Office, l'Office français de l'intégrité scientifique, qui témoigne de ce phénomène. Donc, du coup, le contexte est peu favorable pour une formation à l'éthique, et je pense que dans ce contexte, l'enjeu de la formation à l'éthique est donc de transmettre non seulement les moyens, mais aussi le désir d'une réflexion sur ce qui permet d'insuffler un sens à l'action, le désir
et les moyens d'un questionnement dont l'objet est de guider l'action humaine en réfléchissant à ce qui est acceptable, légitime, à ce qui doit être. Alors en ce qui concerne les moyens du questionnement éthique, les objectifs pédagogiques sont assez clairs, je pense. Ils consistent en finalement la transmission de savoir, l'acquisition de savoir, mais aussi en l'assimilation de savoir-faire et de savoir-être. Et là, par savoir-faire et savoir-être, j'entends beaucoup de choses qui ont été évoquées ce matin dans les différentes interventions. J'entends des dispositions comme l'ouverture, l'étonnement, le questionnement. J'entends des processus comme la problématisation, la conceptualisation. J'entends aussi des compétences comme le gouvernement des émotions, comme l'intégration de la complexité, comme l'esprit critique. Enfin, voilà, un certain nombre de compétences. Et j'entends aussi des postures, telles que par exemple l'empathie, la responsabilisation ou l'engagement, tout bêtement. Et en ce qui concerne les désirs, les choses sont évidemment, le désir d'un questionnement, les choses sont évidemment moins formalisées. Je pense qu'on peut néanmoins raisonnablement considérer que sa condition minimale de possibilité est que l'éthique devienne signifiante pour le public considéré. Alors à partir de ce cadre, après avoir posé le cadre de ces formations et leurs enjeux, finalement, je voudrais résumer les fondements de l'hypothèse selon laquelle la pratique du débat éthique permettrait d'atteindre les objectifs évoqués. Alors premièrement, les dispositions, les compétences, les postures inhérentes à la démarche éthique ne sont pas le fruit d'un enseignement théorique, mais s'acquièrent par la pratique, analogiquement à l'acquisition des vertus selon Aristote. Il s'ensuit que la formation à l'éthique devrait naturellement passer par la pratique du questionnement éthique. Deuxièmement, cette pratique nécessite un environnement propice, un milieu, un espace, si on veut, au sens à la fois physique, métaphorique et même astronomique proposé par Pierre Lecoz. C'est-à-dire un lieu, une liberté de parole et aussi une étendue, un ensemble de distance entre les points de vue. La pratique du questionnement éthique nécessite donc un espace de dialogue et de pluralité. Et la pratique du questionnement éthique dans un tel espace consiste précisément en la pratique de la discussion éthique. Ainsi, la pratique du débat éthique constituerait un mode adéquat de formation au questionnement éthique en termes d'acquisition de moyens. Troisièmement, en ce qui concerne le désir, la pratique du débat éthique est à mon sens de nature à susciter l'intérêt pour la réflexion éthique, notamment dans la mesure où elle s'appuie sur des cas concrets. Elle s'y appuie nécessairement puisqu'elle suppose une dialectique de l'expérience et du concept. En ce sens, cette pratique est propice à l'étonnement, puisqu'elle amène à sortir des généralités et ainsi à éprouver une forme d'ignorance. Donc l'ignorance qui amène au questionnement, à l'étonnement, pardon. Je vais trop vite. Et l'étonnement est ici fondamental en termes de désir du questionnement éthique, d'une part parce qu'il est à l'origine du questionnement, mais d'autre part parce qu'il est vraiment ce qui donne à celui qui l'expérimente la valeur fondamentale de la question qu'il porte, cet étonnement. En fait, cette idée est bien développée, par exemple, par Silvano Petrosino dans Lo Stupor. Je reprends lui. Du coup, en s'appuyant sur des études de cas, qu'ils soient fictifs ou réels, c'est-à-dire sur des situations singulières en tout cas, le débat éthique permet de se sentir concerné par les questions naissant de l'étonnement provoqué par ces situations singulières. En d'autres termes, la pratique du débat éthique permettrait d'éprouver l'exigence éthique à partir d'expériences sensibles. Donc ça, c'était l'hypothèse. Je ne sais pas du tout à quelle heure j'ai combien de temps. D'accord, merci. Donc j'ai maintenant présenté les grandes lignes du modèle de formation des jeunes gens à l'éthique développé à partir de cette hypothèse, puisque Sébastien souhaitait qu'on parle aussi de la construction du débat éthique. Ce modèle consiste donc en une formation à l'éthique par la pratique du questionnement éthique, et il suit un cheminement en 3 temps, consistant chacun en une discussion reposant sur une étude de cas. Alors le premier temps, l'introduction à l'éthique, s'appuie sur l'étude d'un dilemme fictif
On peut prendre n'importe lequel. Je vais prendre ici l'exemple du dilemme de Heinz, formulé par Laurence Kohlberg. Je ne sais pas si vous l'avez tous en tête ou si je le résume rapidement. D'accord. Donc le dilemme est le suivant. Il est simple. La femme de Heinz est très malade et seul un médicament pourrait la guérir. Ce médicament a été mis au point par un pharmacien qui le vend 10 fois le prix qui lui revient. Alors, Laurence Kohlberg est américain, donc on est dans le contexte américain. Donc le pharmacien a développé et vend ce médicament très cher. Il est par conséquent hors de prix et Heinz ne peut se le payer. Il se rend néanmoins chez le pharmacien et le lui demande, ne fût-ce qu'à crédit. Le pharmacien refuse. Face au refus du pharmacien, que devrait faire Heinz? Laisser mourir sa femme ou bien voler le médicament. C'est fictif, c'est tranché. Donc la discussion qui suit la présentation de ce dilemme est d'abord l'occasion finalement d'apporter un certain nombre de repères que je ne détaillerai pas ici. Elle permet d'expliciter ce qu'est un dilemme d'éthique, de présenter l'éthique comme une procédure de questionnement visant à identifier et à résoudre de tels dilemmes. Et puis elle permet d'exposer les outils du questionnement éthique. Alors cette première discussion permet surtout de commencer à travailler certaines compétences. Outre l'étonnement et donc le questionnement, elle encourage le décentrement, puisque l'analyse du dilemme nécessite d'envisager la situation à différents niveaux, celui de Heinz, de sa femme, du pharmacien, de la société. Elle amène donc les élèves à sortir d'une vision binaire pour appréhender un premier niveau de complexité. Cette discussion invite également à déconstruire les préjugés. Et ça aussi, il en a été question ce matin, je crois, et ce faisant à distinguer les certitudes, les croyances, les convictions, des savoirs étayés. Avec le dilemme de Heinz, la discussion mène par exemple toujours à déconstruire les idées reçues concernant les conditions d'accès aux soins ou même la motivation de l'acte médical. Elle favorise ainsi l'esprit critique des élèves. Dans le même ordre d'idées, cette discussion permet d'alerter sur la propension au jugement, du type le pharmacien n'a pas de cœur, qui ferme la discussion de l'ouvrir, qui ne permet pas de révéler une tension, par exemple, entre les besoins de la femme de Heinz et les intérêts ou même la liberté du pharmacien. Cette première discussion favorise aussi l'initiation au processus de problématisation et de conceptualisation, puisque elle amène à passer d'un problème qui s'enracine dans une situation particulière, le problème de Heinz, à une problématique qui s'enracine plutôt dans un système d'idées. Par exemple, au-delà du cas de Heinz, les élèves se demandent souvent s'il serait possible de vivre dans une société dans laquelle les lois, la liberté ou la propriété de chacun ne seraient pas respectées. Enfin, ce premier temps de débat permet aux élèves d'intérioriser les conditions de possibilité de la discussion. On en a parlé ce matin aussi, la clarté dans l'expression, la posture d'ouverture dans l'écoute. Et au-delà des conditions, elle permet finalement d'en percevoir l'intérêt, l'enrichissement par la confrontation des points de vue, des valeurs, et aussi parfois de développer le sentiment d'empathie. Donc ce temps d'introduction à l'éthique, sous forme de débat, vise donc, outre l'acquisition de savoir, l'expérimentation de ce que Martin Nussbaum appelle les deux piliers de la compétence démocratique. Le premier étant la discussion active et critique, et le second, l'imagination empathique et la sympathie. Alors je passe maintenant au deuxième temps de la formation, qui consiste en un entraînement au questionnement éthique, et qui prend cette fois-ci appui sur un dilemme réel. La nature réelle du dilemme est importante parce qu'elle permet de sensibiliser les élèves aux émotions, sentiments ou tabous qui caractérisent notre jugement initial pour ensuite les amener à opérer un bond cognitif de l'émotion à la réflexion. Elle est donc importante en termes de gouvernement des émotions. Ça fait aussi, je crois, écho à l'une des problématiques évoquées ce matin, et en particulier aux deux temps sur lesquels a insisté M. Truel, le temps des émotions et le temps de la réflexion. D'ailleurs, pour illustrer cette deuxième partie, je vais prendre l'exemple d'un dilemme que j'avais proposé à des élèves de seconde et qui a d'emblée déclenché des réactions passionnées. La situation, je la résume ainsi. Il s'agissait d'un homme atteint de schizophrénie paranoïde et qui a été hospitalisé sous contrainte dans l'unité pour malades difficiles d'un hôpital psychiatrique.
après avoir agressé un passant. 2 ans plus tard, le patient a été redirigé vers une unité classique d'un hôpital psychiatrique. Il s'en est rapidement évadé, a acheté un couteau et a tué un autre passant. La question était, faut-il ou non laisser évoluer de tels patients dans des unités d'hospitalisation ouvertes? Alors, la discussion autour de ce cas réel ou d'un autre vise là l'appropriation vraiment par la pratique des outils de questionnement éthique. C'est-à-dire que les élèves doivent résoudre le dilemme proposé en construisant un jugement collectivement, un jugement éthique, critique et rationnel au moyen des 5 étapes du raisonnement pratique décrites par Vincent Descombes. Je ne sais pas si vous les avez en tête, mais finalement il a élaboré ces 5 étapes à partir et je vais les reprendre, à partir du syllogisme pratique d'Aristote. Et chacune des étapes permet évidemment à nouveau de travailler certaines compétences. Donc la première étape, la prise en compte du contexte, c'est-à-dire la description objective, factuelle de la situation, permet à nouveau de transformer les jugements initiaux ou les assertions en questions. Dans le cas présent, après avoir affirmé que les médecins étaient responsables parce qu'ils étaient totalement conscients des effets de la maladie, les élèves se sont demandé finalement jusqu'à quel point un médecin pouvait prévoir le comportement d'un malade psychotique. Après avoir affirmé qu'il n'aurait quand même pas été difficile de trouver quelqu'un pour surveiller le patient, ils se sont demandé si les effectifs étaient suffisants en psychiatrie pour accompagner le malade. Cette étape permet donc de clarifier la situation de manière rationnelle, dépassionnée, et ceci en s'appuyant sur des données subjectives, en l'occurrence le fonctionnement de la commission du suivi médical ou bien les conditions de travail en psychiatrie. C'est très, très, très factuel. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape du raisonnement, la problématisation, c'est-à-dire l'identification des questions, des tensions, des conflits soulevés par la situation, apprend aux élèves à formuler des questions éthiques, ce qui n'est pas évident, parce qu'ils sont plutôt habitués, et ils ne sont pas les seuls, aux questions de fait, aux questions techniques, aux questions même scientifiques. Cette étape les amène donc à réfléchir en termes de sens, de finalité, de valeur, de légitimité. Ici, les élèves ont fini par se demander si la normalité devait prévaloir sur la liberté, ou bien si la médecine était au service des malades ou de la société. La troisième étape du raisonnement, la détermination de la visée, mène les élèves à appréhender la complexité finalement de l'enchevêtrement entre l'éthique, la politique, le droit, par exemple. Dans le cas présent, ils ont décidé de réfléchir à la manière dont la médecine et la société devraient prendre soin des malades schizophrènes pour concilier à la fois leur bien-être et celui des autres citoyens. Donc cette troisième étape correspond à la première prémisse du syllogisme d'Aristote, le choix de la fin. La quatrième étape, la délibération sur les moyens d'atteindre la visée, invite là les élèves à envisager les principes et les valeurs auxquels se réfèrent ces moyens qu'ils ont envisagés, et aussi les conséquences de leur mise en application. Ici, ils ont analysé les différents moyens existants pour prendre en charge les patients schizophrènes en termes de dignité, d'intégrité, d'autonomie des patients, et aussi en termes de sécurité des autres citoyens. Ils ont finalement considéré que ni les antipsychotiques, ni la neurochirurgie, ni les hospitalisations sous contrainte ne permettaient finalement d'assurer le bien-être de tous. Et ils en ont conclu qu'en l'état actuel des connaissances, et dans la mesure où l'État, d'après ces étudiants, et puis ils sont pas torts d'ailleurs, dans la mesure où les moyens déployés par l'État sont insuffisants dans ce domaine, les élèves ont conclu qu'il faudrait faire appel à des bénévoles pour améliorer à la fois la prévention, l'accompagnement et la surveillance des patients. Alors, ce qui me paraît intéressant, c'est que quelle que soit la pertinence de leur proposition, les élèves sont parvenus, au cours de cette discussion, à interroger les valeurs, liberté, égalité, fraternité, qui leur sont habituellement transmises de manière unilatérale dans les cours d'éducation citoyenne. Donc cette quatrième étape correspond à la seconde prémisse du syllogisme pratique, le choix des moyens. Enfin, la décision, ultime étape du raisonnement, éveille les élèves à leur responsabilité et sur des questions collectives et suscite leur engagement. Dans le cas présent, les élèves ont décidé d'écrire au journal local qui était
la Gazette du Val-d'Oise, c'était un lycée de Cergy-Pontoise, pour sensibiliser, disait-il, la population et pour favoriser le bénévolat. Alors malheureusement, je dois avouer qu'ils n'ont pas été au bout de la démarche. Le troisième et dernier temps de la formation consiste en une pratique autonome du questionnement éthique. Il s'appuie cette fois-ci sur une situation réelle qui n'est pas formulée en termes de dilemme. Et la non-formulation initiale en termes de dilemme est importante parce qu'elle conduit les élèves à identifier eux-mêmes les éléments du questionnement, c'est-à-dire à élaborer la réflexion éthique dans son ensemble afin de se l'approprier. D'ailleurs, dans ce troisième temps, l'animateur n'intervient presque plus et je pense qu'on peut faire un parallèle avec l'idée développée ce matin par Sacha, l'idée du passage d'un médiateur à la médiation, c'est-à-dire qu'à l'issue de la formation, le groupe d'élèves formés finalement est devenu autonome pour élaborer collectivement une réflexion éthique. Par ailleurs, si on travaille, c'est important aussi, à partir d'un cas illustrant une question en débat qui a donné ou donnera lieu à une conférence de citoyens, par exemple, cette dernière étape de la formation permet aux élèves de saisir l'influence que peut avoir la réflexion éthique sur l'organisation de la société. Par exemple, l'année dernière, dans le cadre des états généraux de la bioéthique, les débats qui ont été menés dans les lycées Pierre-Gilles de Gênes et Henri IV, à partir de cas toujours concrets de PMA et de greffe d'organes, ont finalement abouti à la rédaction par les élèves de recommandations qui ont été transmises au CCNE. C'est-à-dire que cela a permis d'incarner auprès des élèves la notion de citoyenneté démocratique. Là, je crois que j'ai plus beaucoup de temps, donc je me dépêche. Donc, par manque de temps, je ne détaillerai pas les modalités de formation des doctorants en éthique de recherche parce que, de toute manière, les fondements méthodologiques sont les mêmes. À Paris-Saclay, le socle commun du parcours en éthique s'articule au cours de 2 temps. Le premier est un temps de formation théorique, au cours duquel sont présentés les matériaux et outils de la réflexion éthique. Et le second est un temps de mise en situation, lors duquel des cas concrets sont mis en débat. Et comme avec les lycéens, cette étape de discussion à partir de situations pratiques permet aux étudiants de mobiliser concepts, matériaux et outils qui ont été présentés pour s'entraîner à exercer leurs responsabilités éthiques. Je précise quand même qu'au-delà de ce socle commun de formation, Politis propose donc aux doctorants des modules d'approfondissement dont certains consistent en un travail réflectif des doctorants sur leur propre sujet de recherche. Et cela les amène notamment à dépasser la question de la robustesse méthodologique de tout ce qui a trait à l'intégrité scientifique, finalement, pour interroger la pertinence de leurs travaux et l'impact des connaissances qu'ils apportent à plus ou moins long terme. Par exemple, pour rebondir sur ce que tu disais, des doctorants en neurosciences pourraient se demander si leur contribution, finalement, à la fragmentation de plus en plus fine des fonctions cognitives ne participe pas à la naturalisation des états mentaux. Si, dans une société de la promesse et de la performance, finalement, les résultats de leurs travaux ne favorisent pas un processus de surdiagnostic et de surmédicalisation des troubles du comportement. Alors, pour terminer, et peut-être ouvrir une discussion sur cette pratique du débat éthique, je vais terminer en présentant quelques résultats de l'étude par laquelle nous avons apprécié sa pertinence de cette pratique et son efficience auprès des lycéens. L'étude a été réalisée l'année dernière auprès de 150 élèves du lycée Pierre-Gilles de Gênes, selon une double approche quali et quantitative. Donc, les élèves ont d'une part renseigné au début et à la fin de la formation un même test psychométrique permettant de déterminer leur niveau de développement moral et cognitif. Il s'agit du DIT, Defining Issue Test de John Rest. Ils ont d'autre part rempli à l'issue de la formation un questionnaire semi-ouvert afin d'apprécier la manière dont ils s'étaient emparés de l'expérience. Et enfin, des entretiens ont été conduits avec les enseignants ayant animé les débats. Les 3 principaux résultats sont les suivants. Premièrement, l'analyse des tests psychométriques a révélé une progression du niveau de jugement moral et cognitif des élèves durant la formation. C'est-à-dire que le nombre d'élèves caractérisés par des raisonnements de type préconventionnel a significativement diminué et qu'à l'inverse, le nombre de ceux caractérisés par des raisonnements de type conventionnel ou post-conventionnel a augmenté. C'est-à-dire que les élèves
ont évolué d'un stade où les décisions sont prises sont basées, on va dire, sur les intérêts personnels, à des stades où elles s'appuient plutôt sur le désir de satisfaire des attentes interpersonnelles, sur les lois de la société ou même sur des principes éthiques universels. Et certains élèves sont même parvenus à relativiser la référence aux normes collectives. Cela signifie que la formation, cette évolution signifie que la formation a permis aux élèves d'acquérir ces dispositions, compétences et postures nécessaires à l'activité de la pensée réflexive. Et je dirais même qu'au-delà de la démarche éthique, cette formation leur a permis d'acquérir des capacités, c'est-à-dire dans la démarche éducative et sociale défendue par Martha Nussbaum, qu'elle leur a permis de gagner en puissance d'agir, tout simplement. Deuxièmement, j'ai encore 2 résultats et c'est fini. L'analyse des questionnaires semi-ouverts a révélé que la grande majorité des élèves s'est emparée de ces capacités au-delà du cadre de la formation. À peu près 86 exactement des élèves ont eu des discussions éthiques avec leur entourage en marge de la formation. Et 60% d'entre eux ont envisagé à titre individuel au moins une situation sous l'angle du questionnement éthique. Cela suggère que la formation à l'éthique en milieu scolaire pourrait avoir un impact positif au-delà de ce cadre, notamment en contribuant à la diffusion d'une culture de réflexion éthique. Alors diffusion dans le temps, puisque les élèves du secondaire sont des citoyens en devenir, et puis diffusion dans l'espace, puisque par le biais des discussions qu'ils engagent, ces élèves étendent la sensibilisation à d'autres, la sensibilisation à l'éthique. Troisièmement et enfin, lors des entretiens, les enseignants ont témoigné d'un effet bénéfique de la formation en termes de dynamique relationnelle. D'une part, la pratique a amené les enseignants à adopter un autre mode de rapport au savoir et même à l'enseignement. Ils disent en particulier avoir osé afficher une posture d'ignorance et avoir observé que cela suscitait chez les élèves un désir de connaître, de savoir, dans l'activité de la pensée, un désir de participation à la co-construction de la réflexion. Alors, on peut trouver une analyse de ce processus qu'ils ont apporté dans les écrits de Michel Tauzy ou de Jacques Lévin, qui ont développé en France la pratique des discussions à visée philosophique avec les enfants. D'autre part, en matière d'interaction entre élèves, les enseignants ont noté une évolution dans la dynamique de groupe, l'écoute, le partage des idées et des savoirs, y compris des savoirs expérientiels. Ce dernier point est également intéressant si l'on considère le débat non seulement comme un moment dialectique, mais aussi comme un moyen de faire du lien, comme une figure de sociabilité, pour reprendre encore, finalement, pour revenir à ce qu'il y a. Je crois qu'on vient toujours sur la même chose depuis ce matin. Voilà, pour conclure, je dirais que il me semble que le développement d'une éducation à l'éthique en milieu scolaire serait de nature à favoriser l'émergence de ce que Sébastien appelait ce matin l'éthique de la médiation. Et d'autant plus que les jeunes gens, au lycée, mais au collège encore plus, constituent le vivier de tous les devenirs. Certains deviendront professionnels de santé, d'autres chercheurs, d'autres footballeurs, décideurs politiques, entrepreneurs, je ne sais pas. Et en les dotant tous de concepts et de mots communs, je pense qu'on rendrait à terme possible, on faciliterait en tout cas la discussion, le partage de points de vue et de valeurs entre des citoyens d'horizons très, très divers. Je vous remercie, je vais te servir.